Rarement dans l'histoire de cette chaîne, j'aurais mis autant de temps à préparer une vidéo. Je suis entouré d'objets Sega qui sont d'une rareté et d'une valeur assez exceptionnelle. À commencer par ce magnifique rouleau de papier toilette qui vaut une véritable fortune, c'est faux, hein, c'est juste quelques euros. Mais pas si facile à trouver. Sega, c'est une des marques les plus connues du Japon et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est synonyme de jeux vidéo, la Mega Drive, la Dreamcast. Eh bien non, déjà Sega, c'est plus fort que toi, mais surtout Sega, c'est bien plus que ça. L'histoire de la marque est assez incroyable et même aujourd'hui, alors qu'on la croit un petit peu morte, hein, eh bien pas du tout. Au Japon, ils continuent à faire plein de trucs et des trucs intéressants que vous ne connaissez pas et qui sont incroyables. Sega n'est pas japonais. C'est plus compliqué que ça. Laissez-moi juste 2 minutes pour vous raconter cette histoire. Vous avez déjà entendu parler, je pense, aux États-Unis de ce qu'on appelle la prohibition. Dans les années 1920-1930, il était interdit de produire et de vendre de l'alcool. C'est toute l'époque Al Capone, le crime organisé, tout ça. Ce qu'on sait moins, c'est que dans les années 1930, il y a aussi eu une prohibition sur les jeux d'argent, et notamment les machines à sous. Le gouvernement a dit les machines à sous, ça dégage. Celles qui étaient déjà en circulation, ils les ont foutues dans l'océan. Bref, c'était assez violent. Pas longtemps après ça, la Seconde Guerre mondiale éclate. À ce moment-là, le gouvernement, il a autre chose à faire que de réguler les jeux d'argent. Donc petit à petit, les machines à sous reviennent sur le marché. Et puis en 1950, 5 ans après la guerre, quand tout redevient à peu près stable, là le gouvernement il dit « Hey les gars, on n'avait pas dit que les machines à sous c'était interdit ?» Donc ils refont passer une loi. Cette fois-ci, ils n'interdisent pas les machines à sous, mais ils interdisent le fait de vendre une machine à sous dans un autre état que là où elle a été construite. Par exemple, si tu fais des machines à sous en Californie, eh ben tu peux pas les vendre ailleurs aux États-Unis, par exemple dans le Nevada. Donc en 3 ans, à peu près toute l'industrie des machines à sous aux États-Unis se casse la gueule. Toutes? Non. Il y a une de ces boîtes qui s'appelle Bromley, je sais pas comment ça se prononce, qui a une idée. On est après la Seconde Guerre mondiale, ce qui veut dire que les États-Unis font partie des vainqueurs et aussi qu'ils ont installé des bases américaines un peu partout dans le monde. Aujourd'hui encore, il y a à peu près 600 bases américaines qui sont en dehors des États-Unis, dont des bases au Japon. Et ce que fait Bromley, c'est qu'ils vont envoyer une partie de leur staff au Japon, qui n'est pas un état des États-Unis, pour produire des machines à sous, pour les vendre dans toutes les bases américaines qui sont au Japon d'abord, et après en Asie, en Corée, au Vietnam, aux Philippines, etc. C'est donc en 1954 que sont produites les premières machines à sous qui sont estampillées Service Games, le nom de la marque, abrégé en Sega. Bon là je suis un petit peu dans la merde, je vous avoue, parce que quand je vous parle d'une marque en général, je vous montre le premier objet qui a été construit par la marque. Quand c'est Nintendo, c'est un jeu de cartes, c'est assez facile. Là c'est une putain de machine à sous qui date des années 50-60. Où la trouver, comment la trouver, c'est très cher. J'ai pas ça. Malheureusement, j'ai pas ça. Ça me fait un petit peu chier, donc désolé, pour cette fois, on va juste se contenter d'une photo. Quoi? Ouais. Si j'en mets une quatrième, attends. Ah, je suis coincé là. J'ai à mon avis, parce que l'autre elle est retombée ici direct, à mon avis. Elle est là, la machine Sega. Je ne pouvais pas sortir cette vidéo sans avoir cet objet. Désolé, je suis plus trop dans le cadre de la vidéo. Je suis sur mon téléphone parce qu'on vient juste de la recevoir avant que cette vidéo sorte. Cette machine pèse 60 kg et elle fonctionne sur l'électricité. Elle est un peu vieille, du coup ça ne tourne plus trop. Mais regardez, si je mets des pièces. Dans les années 60, c'est un petit peu la merde chez Sega, surtout pour des raisons de législation. Ils se divisent en 2 entreprises qui ensuite refusionnent et il y a des changements comme ça un petit peu bizarres. Mais toujours est-il qu'à partir de maintenant, ils ont un pied dans le monde des machines à sous et aussi un pied qui arrive dans le monde de l'arcade. Le premier objet marquant de cette évolution, c'est le Sega 1000 qui est un jukebox. Le premier objet jamais fait entièrement par Sega, pour Sega au Japon. Et c'est aussi le premier jukebox made in Japan. On dirait une machine à popcorn posée sur un déambulateur, ça ressemble à rien. C'est moche, surtout comparé au jukebox américain de l'époque. En plus, apparemment, le son était dégueulasse. Mais c'était pas cher, donc ça s'est bien vendu. Apparemment, ils en ont vendu 3000. 3000 qui ont totalement disparu. C'est quasiment introuvable, j'en ai jamais vu en vente. C'est de l'histoire ancienne, quoi, ces jukebox Sega 1000. Mais en tout cas, retenez une chose, Sega a commencé par de la musique. En 1966, on y arrive, Sega fait son entrée sur le marché de l'arcade avec un premier jeu qui s'appelle Periscope. C'est plus un jeu mécanique qu'un jeu électronique, il n'y a même pas d'écran. Et le but, c'est de, en regardant à travers le périscope d'un sous-marin, on doit torpiller des navires qui passent. Le jeu a plutôt bien marché, il a même été exporté aux États-Unis. Mais malheureusement pour nous, ce jeu a totalement disparu. Apparemment, au Japon, il n'en existe plus un seul. J'ai vu une fois une vidéo ou un blog, je sais plus, d'un mec qui aux États-Unis rénovait une machine périscope qui était en
pièces détachées, le truc c'était un puzzle et tout, et ils l'ont refait à neuf. Mais voilà, c'est un des objets les plus rares. J'aimerais bien, avant ma mort, arriver à trouver cet objet. C'est la première borne d'arcade Sega, donc c'est assez fou. Suite à ça, dans les années 70 et 80, Sega va continuer à produire des bornes d'arcade pour devenir l'un des plus gros du marché, encore maintenant d'ailleurs. Et évidemment, je ne peux pas vous ramener une borne d'arcade ici pour vous montrer ce que c'est, mais j'en ai un morceau. Ça, c'est un morceau d'une borne d'arcade qui s'appelle Kankole, qui se joue actuellement dans les salles d'arcade du Japon. C'est un jeu un peu chelou avec des filles en tenue très très légère qui partent à la bataille marine. À bâbord, à tribord, en avant, toutes, on joue au bateau. Ne me demandez pas pourquoi j'ai ça, ça fait partie des trucs que tu peux acheter aux enchères au Japon pour juste quelques dizaines d'euros. Ça par exemple, c'est l'intérieur d'une borne d'arcade, c'est un petit peu la partie ordinateur. C'est la partie qu'on voit pas en fait quand on joue aux jeux vidéo. Ça, c'est un lecteur GD-ROM, et ce que vous avez devant moi, bah, c'est quasiment une borne d'arcade Sega. Il manque l'écran et puis la boîte, et puis une alimentation, des trucs comme ça. Mais en gros, le contrôleur, l'ordinateur, le lecteur GD-ROM, et go, jouez, profitez. On sent que c'est fait pour une borne d'arcade et que c'est quali, c'est très satisfaisant. Un jour, on la remontera peut-être. Nous sommes en 1983 et ça y est, Sega sort sa première console de jeu, la SG-1000, accompagnée d'un ordinateur, le SC-3000. SC pour Sega Computer, SG pour Sega Game. Petite anecdote soit dite en passant, Sega n'a jamais eu le même ton de bleu sur son logo. Ça se voit rien qu'ici sur cette boîte, regardez la différence de bleu entre le logo sur la boîte et celui sur la console. C'était complètement incohérent. Ces deux appareils sortent le 15 juillet 1983, peut-être que cette date vous dit quelque chose. À l'origine, Sega voulait juste sortir cet ordinateur. C'est les ordinateurs à l'ancienne que tu branches sur la télé. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mon premier ordinateur, le Thomson MO6. Ça ressemblait à ça, enfin surtout le MO5 qui était sorti un petit peu avant. Tu peux mettre une cartouche là sur le côté et tu as de quoi brancher plusieurs périphériques. Tu pouvais mettre dessus une imprimante par exemple et tu as le clavier intégré à l'ordinateur. Celui-ci est d'une qualité, on dirait qu'il a jamais servi. Il y avait deux couleurs, noir et rouge. Là, c'est la version noire évidemment. Il était livré avec un programme pour programmer en basique apparemment, et puis une petite notice, ainsi qu'un transfo. Et puis pour 2 fois moins cher, on avait la Sega SG-1000 qui était basée du coup sur la même architecture, mais sans clavier, sans la possibilité de raccorder une imprimante, des trucs comme ça, et avec un contrôleur qui était intégré directement dans la console. Elles se ressemblent pas du tout, mais elles sont vraiment très similaires, et on peut mettre les mêmes cartouches de jeu dans les deux appareils. Ici le jeu Yamato, vous connaissez le célèbre bateau de guerre Yamato. On le met ici, ça fonctionne, et on le met ici, ça fonctionne également. 33,800 yen. J'ai failli oublier de vous montrer, les périphériques de cet appareil sont quand même assez rares parce que ça s'est pas vendu à des millions d'exemplaires. J'ai ici le SR1000 qui est le data recorder qui pouvait se connecter à cet ordinateur. Alors ça pouvait être un lecteur de cassette tout à fait classique pour enregistrer et jouer de la musique, on pouvait le brancher sur sa télé, etc. Mais aussi on pouvait s'en servir pour enregistrer des datas, par exemple de choses qu'on programmait sur une cassette. Il y avait aussi la version Nintendo, je sais pas si vous vous rappelez, qui se branchait sur la Famicom. On a ici les deux qu'on peut comparer et pour le coup celui de Sega je trouve est vachement plus beau, mais c'est très sympa de les avoir tous les deux ensemble. Et en parlant de la Famicom, je vous ai dit que ces appareils étaient sortis le 15 juillet 1983. C'est aussi la date de sortie de la Nintendo Famicom, la NES, en Europe. Donc c'est ce jour, retenez bien cette date, le 15 juillet 1983, que débute la guerre entre Sega et Nintendo. Bon, Sega va se faire plier en 4 par Nintendo, ils vont vendre 2 millions de leurs consoles, alors que la Famicom, ils vont en vendre 61 millions. Et pour être honnête, on est obligé de dire que Nintendo avait quand même pas mal d'avance, ils sortaient pas leur première console, c'était leur 6e, je crois, qui sortait à ce moment-là. C'est une console de 3e génération, alors que Nintendo avait commencé sur les consoles de première génération depuis déjà 6 ans. En plus, Nintendo ont vendu leur Famicom pendant 20 ans, alors que celle-là, ils l'ont vendue seulement pendant une année chez Sega. En fait, elle n'était pas vraiment finie, ils l'ont sortie dans le rush pour être compétitif, mais ils l'ont améliorée assez rapidement. Elle a tenu pile un an.
Pile un an après la sortie de la SG-1000, en juillet 1984, Sega sort la SG-1000 Mark II. Alors c'est quasiment que du changement esthétique, à l'intérieur c'est presque la même chose. Une grande différence, c'est qu'on peut brancher la manette dessus, elle est plus intégrée dans la console, on peut en brancher deux, d'ailleurs il y en a deux dans la boîte. Et on peut aussi venir brancher un clavier dessus, et je vois ici qu'il y a une sortie imprimante. C'est un objet hybride entre la SG-1000 et le SC-3000. Dès 1985, encore un an après, ils sortent la Sega Mark III. Et cette fois, on a une console qui est vraiment différente, elle est plus puissante, elle permet de connecter plus de périphériques. On peut jouer toujours avec les fameuses cartouches, elle est rétrocompatible, mais aussi on peut jouer avec les Sega MyCard Mark III, qu'on met comme ça dans la console. Il y a un slot pour les cartes et un slot pour les cartouches. Elle est aussi plus jolie, les manettes sont un petit peu plus sympas, on peut les mettre sur le côté. Donc vraiment, Sega tient quelque chose. Et en plus, ils ont des accessoires des fois qui sont un peu incroyables, comme par exemple le Telecon Pack. Vous avez déjà vu ça? C'est sorti juste au Japon. Apparemment, ça se branche comme ça. Mais regardez-moi cet objet du futur. Grâce à ça, on peut connecter sa console à sa télé sans câble, en passant par les ondes. On est en 1985. On va jouer à un jeu de course parce que c'est vrai que c'est beaucoup basé sur des jeux de tir. Hein. Jeu de tir, jeu de tir, jeu de tir. Oh, mais voilà! J'y jouerai pas extrêmement longtemps, je pense, mais je peux y jouer à ce genre de jeu encore. La moto, elle explose, quoi, genre, hein. Bref, Sega tient enfin une console qui peut rivaliser avec la Famicom de Nintendo. Une console que peut-être vous découvrez, mais qu'en fait vous connaissez quasiment tous, puisqu'elle sort 2 ans après aux États-Unis puis en Europe sous le nom de Master System. Sega Master System. Cette console, les plus vieux d'entre vous peut-être la reconnaissent, la connaissent, y ont joué. Quelques petites différences quand même à noter entre la version française et la version japonaise, à savoir que dans la version japonaise, il y avait une puce FM qui rendait le son meilleur. Elle pouvait émuler une quinzaine d'instruments de musique. Mais en France, par contre, il y avait intégré le jeu Alex Kidd, qui était la mascotte de Sega à l'époque, avant Sonic. Ils en ont vendu seulement 1 million au Japon. Donc c'est une console qui a très bien marché à l'international. Et à votre avis, dans quel pays ils en ont vendu le plus? Je vous le dis, c'est le Brésil. Ils ont vendu 8 millions de consoles Master System au Brésil. Pourquoi? Parce qu'elle a été en vente jusqu'en 2016. Pendant 29 ans, elle a été en vente, cette console. C'est la console qui, au monde, a la plus grande durée de vie. C'est comme si en France, on vendait encore la PlayStation 1 dans les rayons en ce moment. En octobre 1988 sort au Japon la Mega Drive et c'est là que tout commence. C'est la première console de 4e génération qui sort 2 ans avant la Super Nintendo. Il n'y a aucune concurrence, la console elle est plus puissante que tout ce qui existe. Sonic sort dessus, ils font une campagne de pub incroyable. Sega, c'est plus fort que toi, le slogan est né. C'est une console qui est pas juste pour les gamins, il y a du sang, il y a des jeux bien. Ça cartonne, ils en vendent 40 millions. Sega, c'est plus fort que toi. Mais à côté, Nintendo, quand la Super NES sort, ils font hop, un petit Super Mario World par là, hop, un petit Zelda par ici, hop, un petit Donkey Kong Country. La Super Famicom, elle va vendre 50 millions de consoles, ils ont clairement gagné la bataille sur le terrain des jeux. Mais quand même, à l'international, Sega va vendre 35 millions de consoles alors que Nintendo seulement 32 millions. Sega s'impose à l'international, par contre au Japon, ça reste un succès très modéré comparé à Nintendo. Et chose que je pense peu de gens savent, des Mega Drive, il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu plein. Et pas toujours produites par Sega. On a eu la Wonder Mega de JVC, la Laser Active de Pioneer et quelques autres. Et puis il y a eu aussi plein de variantes faites par Sega eux-mêmes. Et j'en ai quelques-unes et c'est là qu'on va rentrer dans les consoles assez rares. Entre les mains, j'ai la console Sega Mega Jet qui est plutôt rare et qui a été développée en partenariat avec Japan Airlines. Et si vous regardez bien, c'est une console, on met la cartouche ici, avec un contrôleur intégré. Et où est-ce qu'on trouvait cette console? On l'a trouvée dans les avions Japan Airlines. On pouvait la louer quand on était en business ou en première classe, il suffisait de la brancher à l'écran qu'il y avait dans le fauteuil. C'est assez incroyable comme concept, c'est dommage que ça n'existe plus. Et j'ai aussi, encore plus rare, une console qui a été vendue à moins de 1000 exemplaires, la Mega Jet Alpine. La boîte n'est pas délavée par le soleil, hein. C'est la vraie couleur de la boîte, je sais pas pourquoi ils l'ont fait passer comme ça. C'est quasiment la même console, c'est la même taille, la même forme, sauf que ici, à la place d'avoir le logo de Mega Drive, on a le logo Alpine. Et dans la boîte, on trouve un accessoire supplémentaire qui est un adaptateur allume-cigare. Alpine, c'est la marque de voiture en partenariat avec laquelle cette console a été faite, et c'était pour jouer tout simplement en voiture. Pareil, un même concept, la manette, le jeu. Ça, c'était un pack avec Sonic 3. Hop,
on branche dans la voiture et si on a un écran dans la voiture, je peux jouer à la Mega Drive dans mon Alpine. C'est une console qui est devenue assez rare, hein, je vous l'ai dit, il y a eu entre 500 et 1000 exemplaires de produits. Je suis très content d'en avoir une, ça fait partie des petites perles de ma collection comme ça. Ici, on a une version nomade de la Mega Drive, la Genesis Nomade, parce que c'est un modèle qui est sorti uniquement sur le continent américain et là-bas, la Mega Drive s'appelait la Genesis. C'est le même principe, c'est une console. Tac, on pouvait y jouer comme une console portable ou la brancher sur la télé. Je vous rappelle que nous sommes en 1995 et que la Switch va sortir 22 ans plus tard. On est d'accord que c'est une Switch. On peut même y brancher ici une manette, tac, et y jouer comme ça sur sa télé. Ouais, c'est une manette Super NES. Je sais pas, c'est un mec qui a bidouillé ça, il a mis un câble Mega Drive sur une manette Super NES. Les Japonais sont très créatifs, hein. Des fois on achète des trucs. Alors ça s'arrête pas là, il y en a plein d'autres qui sont sortis, je vous les montre pas toutes, mais je vous montre quand même la Mega Drive 2 qui a remplacé au Japon la Mega Drive 1 avec ici le Mega CD, du coup le Mega CD 2, on pouvait lire les jeux Mega Drive aussi sur CD. Et enfin, je l'ai là, la Mega Drive 3. Alors ça, honnêtement, il y a marqué que c'est un produit licencié par Sega. Je me demande, est-ce que c'est pas une contrefaçon? Dites-moi si vous savez, j'ai cherché sur internet et j'ai pas trouvé les infos. Tout le monde se pose la question. C'est une manette avec console intégrée qu'on va brancher directement sur la télé et aussi avec jeux intégrés, une vingtaine de jeux, donc c'est un émulateur finalement, qui est sorti en 2000 et c'est l'objet le plus cheap que j'ai jamais touché, enfin l'objet Sega le plus claqué. Autant l'emballage que le truc, là on sent la qualité, là on sent la merde. Avant de passer à la console suivante, on note que Sega, tout comme Nintendo, faisait aussi des jouets, et pas mal, des jouets assez diversifiés. On a notamment en 1988, l'année où ils ont sorti la Mega Drive, le Sega Video Driving System que je voulais vous montrer parce que je le trouve assez intéressant. C'est ce jeu-là. On met cette voiture comme ça en plastique avec ce petit support devant sa télé. On met une VHS dans son magnétoscope qui va simuler une voiture qui roule. C'est une vidéo à la première personne. Et avec le volant, on doit faire bouger la voiture en fonction des obstacles qui se trouvent sur la vraie route. J'avais jamais vu ça avant et je trouve ce concept vraiment très sympa. Après, je vais pas tout vous montrer parce qu'on n'est pas non plus au niveau des jouets Nintendo où on s'excite devant chaque truc. Ils ont fait des cartes aussi, comme Nintendo. Là, j'ai un jeu d'emballage. J'ai aussi un Pocket Talk, qui est un genre d'assistant personnel. On peut envoyer des petits messages avec, des figurines qu'on trouve encore aujourd'hui. Cette petite voiture qui m'intrigue, je sais pas pourquoi. Ouh, bah ça va vite. Après, je vous avoue qu'il y a un jouet que j'ai vraiment envie d'essayer, c'est les Hit-Stix. Apparemment, c'est un jeu de batterie. Je le découvre avec vous, hein. C'est la première fois que je l'ouvre. J'ai très envie de l'essayer depuis longtemps, mais je voulais qu'on fasse ça ensemble, vous savez. Oh, c'est assez quali, assez lourd. Il est neuf, hein, il a jamais servi. C'est assez incroyable de redécouvrir des jeux du passé. C'est un voyage dans le temps, hein. 1988, rendez-vous compte. Je me demande vraiment si la technologie du truc est aboutie parce que je vais mettre ça à ma ceinture comme c'est conseillé. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Je pensais que c'était aérien, mais en fait, il faut quand même toucher quelque chose. On est d'accord, le son est dégueulasse. Il n'y a qu'un seul son? Comment? Quoi? C'est ça? C'est horrible! Ah mais c'est nul à chier! Je vais pas les mettre en compétition tout le temps, mais les jeux Nintendo, à chaque fois que t'en essayes un, c'est de la folie. Alors que là, on voit qu'ils avaient pas un Gunpei Yokoi dans l'équipe pour faire des trucs... Oh, comme ils devaient être déçus les gamins avec ça. Bon, je voulais pas l'essayer faute de temps, mais... vu que c'était tellement nul, peut-être celui-là il va rattraper les trucs. Le nom de ce robot, c'est le Yonezawa DJ Emilio Roboto. Franchement, faites un effort sur les noms, les gars. Bon, comment ça marche? Des piles, hein, forcément. Oh, faut un tournevis. Putain, c'est chiant ces antennes. Oh, putain, les boules, j'ai que 2 piles. Faut que j'aille au combini. Pratique, hein, les combini quand même. Oh, mais il fonctionne! Qu'est-ce que c'est que ça?
Mais il est incroyable! Oh mais c'est ma voix! Je suis Tev le robot. Putain c'est trop bien! Y a pas des... Ah bah enfin un jeu qui était bien, ça aurait été dommage de pas le tester celui-là, c'était mal parti mais ça finit bien. En 1989, Nintendo sort le Game Boy, ou la Game Boy, si vous voulez. En riposte à ça, un an plus tard, Sega sort la Game Gear, ou Game Gear, comme vous voulez. La Game Gear, c'est une console qui est bien plus performante que la Game Boy, elle est basée sur la Master System, et surtout, elle a un écran couleur rétro-éclairé. La Game Boy Color, elle va sortir que 8 ans plus tard, et elle sera même pas avec un écran rétro-éclairé, donc ils sont super en avance. Mais ils vont faire un bide. C'était une très bonne console à mon avis, en tout cas moi j'adorais jouer dessus, il y avait des bons jeux comme Aladdin, Columns qui était l'équivalent du Tetris de la Game Boy, mais trop cher et aussi trop gourmand dans pile. L'écran rétroéclairé consommait juste trop et on avait peut-être 3 heures de pile grand max, alors que la Game Boy était plus légère, plus simple, elle tenait plus longtemps, et même si les jeux étaient monochromes, ils étaient cool aussi, et du coup ils ont tout explosé Nintendo, alors que Sega, pas vraiment. J'en ai plusieurs des Game Gear, mais elles sont toutes mortes parce que c'était fait avec des composants qui étaient un peu trop cheap. Même celles qui sont neuves, qui n'ont jamais servi, elles fonctionnent plus. Je sais même pas si ça se trouve des Game Gear en état de marche. Notez que sur la Game Gear, on pouvait mettre cet accessoire. Il y avait des accessoires sympas sur Game Boy aussi, hein, c'est pas le problème. Mais notamment le tuner TV qui permettait de regarder la télé en couleur sur sa Game Gear. On est en 1990. Et même si on ne peut plus jouer aux Game Gear actuelles, Sega a sorti une version officielle de la Game Gear Micro en tout petit, avec des jeux à chaque fois. Il y en a 4 je crois différents. J'ai pris celle-là parce qu'il y a Columns dedans et c'était le jeu sur lequel je passais le plus de temps. Je l'ai jamais essayé encore. C'est assez cher, je trouve, pour ce que c'est. Et est-ce que c'est qualité? Je ne sais pas. Ah ouais, c'est micro, ça porte bien son nom. L'écran, il est ridicule comparé à ça. Je sais qu'ils vendent une loupe aussi pour jouer avec. Oh, c'est tellement petit! J'avais oublié cette musique! Oh, c'est tellement petit! J'adore ce truc. Je sais pas si on pourrait y jouer longtemps sans mettre de lunettes, par exemple. Tu vois? Là, voilà, je me sens en sécurité. 64ビット級のコンピューターグラフィックスが描き出すセガサターンから Sega. On est en 1994 et Sega sort la Saturn. C'est la première console de 6ème génération à sortir. Cherchez pas, Sega ils sortent toujours leur console en premier. Et honnêtement, le démarrage, il est excellent. Les jeux, ils sont bluffants, particulièrement Virtua Fighter qui peut tourner que sur la Saturn. On n'a jamais vu ça, les jeux en 3D. Alors maintenant, c'est très moche, les polygones et tout, mais à l'époque, c'était fou. Et pourtant, elle se ramasse la gueule. Ils en ont vendu 10 millions. Pourquoi ? Parce que PlayStation. Sony débarque dans le marché des consoles de salon et ils défoncent tout. La PlayStation, ils vont en vendre plus de 100 millions alors que c'est leur première console. Même Nintendo sort la Nintendo 64 et dessus il y a plein de titres qui sont maintenant mythiques. T'as Super Mario 64, Mario Kart 64, il y a 2 Zelda, James Bond, GoldenEye, il y a les Pokémon qui sortent dessus. Et malgré tout, Nintendo, ils en vendent que 30 millions de la 64. PlayStation, ils ont tout éclaté. Mais en même temps, la PlayStation, c'est Metal Gear Solid, c'est Biohazard, c'est Final Fantasy pour beaucoup d'entre vous, c'est Gran Turismo, Tomb Raider, Crash Bandicoot, Tony Hawk, Soul Blade. Putain, il y avait trop de bons jeux sur PlayStation. Et il n'y a même pas un Sonic qui est sorti sur la Saturn. Ils ont sorti une Saturn édition Sonic. Il y a Sonic sur la console, mais il n'y a pas le jeu. L'histoire, c'est qu'ils ont essayé de faire Sonic, ils n'ont pas réussi. Ils se sont merdés au développement. Ils ont un jeu phare, une mascotte. Ça sort pas dessus, c'est normal. Ça se casse la gueule. Ah, Sega, qu'est-ce que tu fais? Alors, petite anecdote, la Saturn, c'est la 6ème console qui sort de Sega. C'est pour ça qu'ils l'appellent Saturn, parce que c'est la 6ème planète du système solaire. Je vais vous montrer aussi une autre variante de la Saturn qui est exactement la même, sauf qu'elle n'a pas été faite par Sega, elle a été faite par Victor, c'est JVC au Japon. C'est la V Saturn, et il y a aussi la High Saturn qui a été faite par Hitachi. Sega, ils font tout le temps ça, ils donnent leur licence à d'autres fabricants, et ça permet de faire des trucs un petit peu, des fois, what the fuck, parce que j'ai une autre Saturn que je pense vous n'avez jamais vue. Je prends mon téléphone et on va aller la voir ensemble parce qu'elle est à l'étage en dessous. Voilà, comme ça, je vous emmène aussi un petit peu visiter. Tu vois, on éteint la caméra là. Ici on a une petite salle détente à la japonaise avec pas mal de cartes One Piece à ouvrir, bientôt un live. En parlant de live, ici c'est notre plateau pour les lives sur Twitch. Bonjour Pepper, comment tu vas? La régie là-bas. Et ici on a une deuxième salle de live où on fait du rétro gaming. Deuxième régie. Et ici quelques trucs assez incroyables, dont la fameuse
Sega Saturn. Ceci, mesdames et messieurs, c'est le Prologue 21. C'est un karaoké. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir une main. Oui. Ici, il y a un chargeur. Hop. Un chargeur où on peut mettre 100 CD. C'est des CD de karaoké, vraiment qui sont fournis avec. Et on a cette partie-là où il y a un autre lecteur CD ici dans lequel on peut mettre, entre autres, des jeux Saturn. On voit le logo Saturn. Et là, si on regarde bien, si on ouvre, on a de quoi mettre 2 contrôleurs Saturn. Et ici, il y a marqué, on passe de Saturn à karaoké. C'est vraiment un karaoké qui a été fait sur une base d'architecture de Sega Saturn. Là, il y a encore le reste avec les manettes pour choisir la musique, des choses comme ça, la télécommande. Malheureusement, il fonctionne pas, mais c'est un projet de le réparer, donc peut-être un jour, je vous le montrerai. On arrive à l'allumer, il y a des trucs qu'on rentre dans les menus, mais on n'arrive pas à lire les CD ni à sortir du son, entre autres. Donc voilà, peut-être on sait pas le faire marcher, peut-être il marche pas. Je vous tiendrai au courant. On arrive maintenant à ma console préférée, celle sur laquelle j'ai le plus joué, qui va marquer malheureusement la fin de Sega, en tout cas le Sega qu'on connaît, qui fait des consoles de jeux vidéo, la Sega Dreamcast. J'ai longtemps espéré une Dreamcast 2 comme beaucoup, mais ça n'est jamais arrivé. Objectivement, c'était une très bonne console. Comme d'habitude, c'est la première de sa génération à sortir, c'est la 6e génération. Elle était bien, elle était puissante, elle était innovatrice. Par exemple, regardez le VMU dans la manette, ça c'était nouveau. C'est la première qui a un modem intégré pour aller sur internet, pour jouer aux jeux vidéo en ligne. Il y a plein de bons jeux dessus, il y a Sonic, je crois qu'il y en a même 2. Il y a Jet Set Radio, Soul Calibur, Shenmue, Crazy Taxi, House of the Dead. Il y a plein de bons jeux dessus, elle a tout pour elle et elle se ramasse la gueule. Ils vont en vendre entre 8 et 10 millions, moins que la Saturn. Pourquoi ? Parce que PlayStation 2. Sony sort la PlayStation 2, ils vont en vendre 155 millions je crois, c'est la console la plus vendue de tous les temps. Et en plus il y a Xbox qui arrive, hein, Microsoft qui lance sa première console en même temps. Et en plus il y a Nintendo qui va sortir le GameCube, la GameCube, dites comme vous voulez, je sais pas. Donc il y avait trop de concurrence. C'était une très bonne console, mais le problème c'est que c'était toutes des bonnes consoles et Sony ils avaient juste des meilleurs jeux, tout simplement. Vous avez remarqué la différence par rapport au modèle européen, le symbole de la Dreamcast est rouge et pas bleu. Et je vais m'arrêter juste 2 minutes sur cette console parce que c'est une console qui pour moi vraiment littéralement premier degré a changé ma vie d'une façon que je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais il s'est passé un truc et en quelques secondes cette console a changé ma vie. Sans elle je ne serais pas ici, je ne serais certainement pas sur YouTube. Bref, du coup c'est celle pour laquelle j'ai le plus d'affection et j'essaye de regrouper toutes les consoles Dreamcast qui sont sorties du moins au Japon et c'est pas une mince affaire parce que Dreamcast ils ont sorti beaucoup de séries limitées en pas beaucoup d'unités, donc elles sont très dures à trouver, elles coûtent très cher, c'est un peu une mission impossible. Il y en a je les ai même jamais vu en vente encore, mais j'ai quand même des pièces qui sont relativement incroyables. Je vous les montre vite fait. Tout ce que je vais vous montrer, c'est des consoles qui sont sorties uniquement au Japon. On a déjà la version Hello Kitty. C'est un combo avec la manette, le clavier et le VMU de la même couleur que la console. Il y a la version bleue, la version rose. Ensuite, là, ça commence à devenir vraiment intéressant. On a la Dreamcast Code Veronica qui est relativement difficile à trouver, surtout en boîte, surtout en bon état. C'est un pack qui se présente comme ça avec le jeu Biohazard Code Veronica. Il est neuf celui-là, encore emballé, avec le Dream Password. Le VMU spécial Code Veronica et dedans la console qui est magnifique, rouge sang avec le numéro de série, c'est la 1033 sur 1800 modèles. Celle-ci aussi est très intéressante. Encore une Dreamcast sortie uniquement au Japon, mais celle-là elle a une particularité, c'est qu'elle n'était pas destinée au public, elle était vendue uniquement dans les pachinko et elle servait de modem pour aller sur internet. C'était pas fait pour jouer. Pourtant dans le carton il y avait aussi Biohazard Code Veronica, ce jeu est partout. Je sais pas combien d'exemplaires j'en ai, à chaque fois que j'achète une Dreamcast ou un truc Sega, il y a le jeu avec. Ici je vous les montre pas, mais on a aussi une série de Dreamcast qui est sortie de plusieurs couleurs différentes. Je crois qu'il y a que 200 exemplaires, un truc comme ça, elles sont très rares. Il y a un jeu qui a très bien marché sur Dreamcast, c'est le jeu Seaman. C'est le jeu un peu what the fuck avec un poisson avec une tête d'humain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ils ont sorti une Dreamcast édition Seaman spéciale Noël, qui est une des plus difficiles à trouver. Celle-là, je l'ai payée une fortune et je suis même pas sûr qu'elle fonctionne. Ils ont fait une boîte spéciale
Oh là, c'est incroyable d'avoir ça. Elle est vraiment très très belle, elle est en très bon état. Non, ça a bien pourri par contre. Ah, c'est le micro. C'est un jeu qui se jouait à la voix, il y a un micro et la mousse du micro a littéralement pourri dans le sachet. Il y a des trucs qui vieillissent moins bien que d'autres. Cette console, elle a été faite seulement à 850 exemplaires. Donc vous imaginez bien que c'est vraiment très très difficile de la trouver. 850, c'était il y a plus de 20 ans. Combien est-ce qu'il en reste en bon état en circulation? Très très peu. J'ai aussi celle-là. C'est la Simane classique. Je l'ai sans boîte. Elle est impossible à trouver en boîte. Il y en a eu 500 exemplaires seulement de celle-là. Et elle est dans un état déplorable. Je pense même pas qu'elle marche. J'ai eu la chance de trouver dans un lot le VMU qui va avec. Mais ça, c'est un gros coup de bol. C'est très difficile de trouver ces consoles. Je vous en montre une autre parce qu'elle est exceptionnelle. C'est la version Gold, unique au monde. Non, c'est faux. C'est pas vrai du tout. C'est juste une Dreamcast qui a pris beaucoup de soleil. Ça, c'est la couleur d'origine. Regardez si je l'ouvre, c'est juste une console que j'ai trouvée tellement jaune que je me suis dit il faut essayer de la rattraper, de la remettre à la couleur d'origine. Par contre j'ai celle-là, Dreamcast. Au bout d'un moment quand ils ont vu que ça se vendait pas, ils se sont dit bah les Dreamcast on les vend pas, on va les louer. Donc ils ont fait des kits de location et tu pouvais louer ta console avec des jeux. Ça venait dans une petite mallette comme ça, on a tout ce qui est notice, explication. Et puis on a console, manette avec le truc qui dit que c'est une console à louer. Il y a eu beaucoup de versions de Dreamcast, je suis très loin de les avoir toutes. C'est une petite passion, enfin une petite lubie en tout cas. La fin de la Dreamcast, comme je le disais, c'est la fin du Sega qu'on connaît. Maintenant, ils vont se concentrer sur les bornes d'arcade et aussi éditer des jeux. Ils vont continuer à éditer des jeux, sauf que maintenant, Sony va sortir sur Nintendo et plus sur Sega. Mais ils font aussi d'autres choses qu'on va découvrir dès maintenant. La musique. Vous vous rappelez au début de la vidéo, quand je vous ai dit que Sega, son premier vrai produit, c'était un jukebox? Eh bien, retour aux sources. On est en 2008 et Sega sort le Home Jukebox. Je vous avoue que quand je l'ai commandé, je m'attendais pas à un truc aussi gros. Alors à partir de maintenant, tout ce que j'ouvre, je le découvre vraiment avec vous. Waouh, putain, c'est neuf, c'est incroyable. Oh, on a des tout petits disques. Oh là 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 là. Alors d'après ce que j'ai compris, ceci est un jukebox. Il y a peut-être une vingtaine de musiques qui sont préenregistrées et tu peux aussi mettre une carte SD avec plus de sons. Ça c'est incroyable les petits CD comme ça. Waouh, c'est fou. Donc du coup, j'imagine que ça s'ouvre et que je mets les CD à l'intérieur. Waouh. Oh, beau, putain. Alors là, je m'attendais pas à un truc aussi abouti. Oh, c'est trop bien. C'est vraiment à mi-chemin entre le jouet et l'objet de collection. C'est un jouet pour adultes, quoi. Oh, c'est magnifique. Putain, c'est trop bien. Comment ça fonctionne? 2 secondes. Ah, numéro 1. Je comprends pas du tout comment ça marche, hein, par contre. Allez, c'est quoi les boutons, putain? Pourquoi ils ont fait un truc aussi compliqué, là? Allez, démarre, s'il te plaît. Allez, fais de la musique. Bouton. Oh, je pense que ça marche. Le mécanisme est censé fonctionner, c'est censé prendre un disque, le poser dessus. Pourquoi ça marche pas? Ah, une autre, putain. Oh non, mais y a que ça? Mais ta gueule, je veux pas celui-là. Ok, le jukebox de Sega n'était pas leur premier coup d'essai. On va découvrir maintenant le grand pianista. On est en 2007 et comme sur le principe du jukebox, on a un piano qui va jouer plusieurs sortes de musique et qui est très recherché. C'est quelque chose qui se vend d'occasion très très bien. Elle est magnifique. Oh, je voyais pas ça aussi grand. Wow. Avec la petite chaise, on peut mettre la petite chaise pour jouer au petit piano, bah oui. Je deviens con. Donc il y a des petits accessoires là dans la boîte que je vais pas me risquer de les utiliser. Alors, hop, on va ouvrir le petit piano, le bouton on. Il est où le bouton on, bordel? Allez, comment tu t'allumes? Putain, ils ont rien fait de simple chez Sega. Non, Sega, pourquoi c'est si difficile à utiliser? Joue un son, putain. Oh, ça casse les couilles, le menu en japonais, on comprend rien. Oh putain, ça casse les couilles. Je vous montre ça, mais Sega, ils ont jamais vraiment quitté le monde de la musique, hein, finalement. Ils ont fait plein de jeux musicaux qui étaient très très bien. Ils ont fait Space Channel 5, ils ont fait Samba de Amigo, ils ont fait ça par exemple, tout le monde connaît, Hatsune Miku, Projet Diva. Même pour la Dreamcast, ils ont sorti un set de karaoké, et puis il y a le jeu tout à l'heure qu'on a vu là éclater. Donc ils ont toujours été dans la musique, ils retournent dans la musique, et ça n'est pas fini. Je vous propose comme d'habitude de finir cette vidéo par un objet qui est en vente actuellement, un objet produit par Sega qu'on peut acheter. Celui-ci vient d'Amazon, je l'ai acheté il y a quelques jours. Sega nous a longtemps fait rêver. Aujourd'hui, il nous envoie directement dans les étoiles. Ce qui est devant moi, le Home Star, c'est un mini planétarium d'intérieur. Attention, mais nous en plein la vue. Quelque chose.
Que dalle, on est d'accord. Dans l'autre sens. Putain, c'est si cher, pourquoi c'est si compliqué? Ça marche pas, putain! Ça marche pas, putain. Je vois à peine le truc sur ma main, bordel. Oh, je le vois à cette distance-là, vous le voyez sur ma main? Il faut être à la distance-là du truc. Qu'est-ce que c'est nul! Ça coûte hyper cher! Putain, Sega, tu m'étonnes qu'il y a rien qui marche, que vous faites que des trucs nazes. Sega, la compagnie de l'échec, et cette vidéo, croyez-moi, a été extrêmement dure à tourner. J'ai passé toute la journée ici à essayer de faire marcher leur putain de truc. Alors Sega, c'est exceptionnel ce que vous faites, vous avez plein d'idées, vous avez des bonnes consoles, des bons jeux, mais c'est tellement pas pratique. Ah, Sega, tant d'objets incroyables autour de moi, vraiment, il y a des perles et je suis tellement content d'avoir tout ça et de continuer à chercher parce que vraiment, ils ont innové, ils ont fait plein de trucs excellents, mais c'est tellement compliqué, Sega. T'achètes un truc, tu le sors de la boîte, ça fonctionne pas, il faut prendre des heures pour comprendre comment ça fonctionne quand ils sortent des consoles, ils en sortent pas une, ils en sortent 4 variations avec des trucs à rajouter dessus-dessous pour que ça marche bien. C'est trop compliqué, vous faites des trucs incroyables, mais qui sont pas assez simples, malheureusement. C'est ça l'histoire de Sega. Mais c'est pas grave, j'ai quand même pris mon pied, en vrai, je suis content, je suis comme un fou, je suis comme un gamin au milieu de tout ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vraiment. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine, ce sera Sharp. Et Sharp, c'est une des marques japonaises que vous ne connaissez pas assez, qui va vous étonner. À très bientôt, des bisous. Sega aujourd'hui, c'était vraiment plus fort que moi.